Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des Cafés Perspectives en format que nous avons développé dans le cadre de notre groupe de réflexion Perspective Afrique que nous avons mis en place à Bordeaux il y a quelques temps. Aujourd'hui, dans le cadre de ce Café Perspectives, nous avons comme invité Raphaël Lucas qui va se présenter tout à l'heure. Et la question que nous allons aborder aujourd'hui sera la question, c'est la question mémorielle à Bordeaux. Donc une question qui est très intéressante nous de notre point de vue et surtout on a préféré commencer par cette thématique pour démarrer la première saison donc des Cafés Perspectives. Je vais sans tarder passer la parole à Raphaël qui va se présenter. Voilà, je suis originaire de Haïti. Donc, je suis enseignant-chercheur, mais actuellement, je fais plus de la recherche, plutôt de la recherche. Mais sinon, voilà, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Et maintenant, dans mon domaine de recherche que je pratique actuellement, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, en gros, des peuples noirs, des peuples, aussi bien des peuples africains que des peuples de la diaspora africaine dans le monde entier. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler dans les langues modernes le Farafina. Donc c'est tout ce monde-là qui m'intéresse, pas seulement, mais disons en particulier. Et puis je m'intéresse aussi à l'impact que l'histoire et l'anthropologie peuvent avoir sur la littérature. Voilà, en gros, ce sont mes domaines, mes axes de recherche. Très bien, merci beaucoup Raphaël Lucas. Alors, une première question. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel historique de la question mémorielle d'une façon générale et à Bordeaux aussi? Merci. Alors, je vais me limiter à la question mémorielle à Bordeaux. En fait, c'est surtout au début de la décennie 90 que cette question mémorielle s'agite à Bordeaux. Alors, je dis d'abord au début, parce que, disons, pour être plus précis, ça a commencé en 1989, puisque c'était le bicentenaire de la Révolution de 1789, de la Révolution française. Et à partir de cette année-là, la machine, oui, je parle bien d'une machine, la machine mémorielle est lancée, parce que, bien sûr, il fallait célébrer cet événement, qu'est la Révolution française, qui a modifié l'histoire de l'Europe et d'une grande partie du monde. Mais, et à partir de là, commence aussi un autre problème. Quels sont les événements historiques que la commémoration de 1789 a laissé dans l'ombre? Or, 2 ans avant 89, il y a eu un ouvrage intéressant, mais subversif, d'un historien français qui s'appelle Louis Salamolens, qui s'appelle Le Code Noir. En fait, c'est une révision de l'historique du Code Noir, avec une lecture extrêmement critique de tout l'apport du siècle des Lumières, dans lequel Salamolin se montre que la plupart des intellectuels du siècle des Lumières se sont accommodés avec l'esclavage. Or, dès qu'on rentre dans les années 90, la mode de commémoration, elle va s'intensifier, augmenter sous la pression de 2 événements. L'un, c'est 1992, c'est l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Donc, je ne parle pas de découverte, mais disons l'arrivée de Christophe Colomb. Et puis, donc ça c'est en 92. Il y a eu de grandes commémorations dans les pays ibériques, l'Espagne et le Portugal. Et puis surtout, 2 ans plus tard, en 1994, c'est la commémoration d'une des abolitions de l'esclavage qui a eu lieu le 4 février 1794. Et donc la République commémore et célèbre cette abolition, donc qui est présentée de façon unilatérale comme un grand geste de générosité et d'exploit historique de la Révolution française et de la fondation de la République, qui, oui, parmi ses premiers grands exploits, commence par une abolition de l'institution de l'esclavage. Or, en fait, cette grande cérémonie de glorification, elle laisse dans l'ombre, et c'est là que ça m'intéresse, ce sont les aspects qui sont laissés dans l'ombre, c'est-à-dire dans quelles conditions est-ce que cette abolition
a été proclamée. Est-ce que le 4 février 1794 est-elle la première abolition de l'esclavage? Ensuite, quel a été le rôle des révoltes des esclaves dont on ne parle jamais dans toutes les commémorations officielles qui ont trait à l'esclavage? Donc c'est là que ça m'a intéressé, participer à des mouvements avec des associations, avec d'autres enseignants-chercheurs, puis avec des bonnes volontés de la mairie de Bordeaux, pour voir un autre aspect de cette histoire de la mémoire de l'esclavage. D'accord. Merci Raphaël pour cette première réponse donc, à la question du rappel historique. Tu as souligné deux dates qui sont importantes, donc 1992, mais c'est 1892, l'arrivée de Christophe Colomb, 1492, donc l'arrivée de Christophe Colomb, et 1794. On a aujourd'hui des associations, des acteurs associatifs, des acteurs culturels qui travaillent sur des questions de mémoire. En quoi cette question est-elle importante aujourd'hui de parler de mémoire? La question de la mémoire, elle est essentielle, ne serait-ce que pour assainir le passé. Sinon, on vit sur ce que j'appelle des genèses mensongères. On vit sur des mensonges. Par exemple, je prends un seul exemple. Si on fait croire que la fin de l'esclavage est due uniquement à l'abolition, alors ça place le colonisateur dans une situation de rédemption. Et ça le place toujours comme acteur principal. Ça veut dire, d'une part, il a vécu sur l'esclavage et la colonisation, et d'autre part, alors ce ne sont pas les mêmes acteurs, mais ce sont leurs descendants qui, en abolissant, peuvent se racheter ou s'acheter une conscience, si j'ose dire, à bon prix. Alors que dans la réalité, les choses sont plus complexes. Alors, en parlant de genèse mensongère, je reste sur l'abolition de l'esclavage. Par exemple, ce qu'on présente dans les manuels d'histoire, c'est l'abolition du 4 février 1794 comme un grand geste de la République naissante. Alors que, en fait, au moment où on a cette abolition officielle, elle est proclamée à un moment où les colonies françaises sont attaquées par l'Angleterre et par l'Espagne. Et en ce qui concerne Saint-Domingue, la plus riche des colonies françaises, elle était prise entre deux feux, entre les armées espagnoles et anglaises. Et la Guadeloupe avait été également attaquée par les armées britanniques. Et à ce moment-là, l'idée que l'État français a, c'est de promettre la libération des esclaves, à une condition que ces esclaves libérés vont se battre comme des tirailleurs, comme on avait utilisé les tirailleurs africains pendant les deux guerres mondiales. On va les utiliser comme tirailleurs. Bon, c'est un peu anachronique, mais l'image c'est la plus pertinente pour lutter contre les Anglais. Et c'est ce qui a été fait. Et une fois que les Anglais ont été vaincus, quelques années plus tard, on est en 1802, Napoléon Bonaparte va rétablir l'esclavage. Donc c'est une abolition qui est faite parce qu'on a besoin de soldats pour lutter contre les Anglais. Alors, ce qui est un double avantage, ça permet de disposer de soldats motivés, en plus ça permet d'épargner la vie de soldats français. C'est une méthode qui a souvent été employée dans les États coloniaux, la méthode des tirailleurs. Ensuite, la première abolition, elle n'est pas du 4 février 1794, elle est du 29 août 1793 dans la colonie française, à Saint-Domingue, en Haïti, et pour les mêmes raisons, les troupes françaises étaient prises en tenaille entre les Espagnols et les Anglais, et le délégué de la Convention à Saint-Domingue, M. Léger Félicité Santonax, un député de la Sarthe, accepte, sous la pression de Toussaint Louverture, de proclamer une abolition pour disposer de troupes pour lutter contre les Anglais. Donc ça, c'est la véritable première abolition. Mais alors, si on parle d'abolition, on ne parle pas de la première liquidation de l'esclavage, qui n'est pas une abolition, parce que l'abolition, c'est un acte officiel. La première liquidation, elle n'est pas officielle, elle a lieu en août 1791, à Saint-Domingue, en Haïti, une révolte des esclaves
qui va liquider l'institution de l'esclavage de manière définitive. Alors c'est pour ça que j'aime bien revenir aux origines, pour savoir qui faisait quoi, à quel moment, et comment après les événements sont récupérés, et comment certains faits sont occultés par l'histoire, et d'autres sont promus pour favoriser une image. Merci beaucoup Raphaël pour ces éclaircissements. J'ai une autre question du coup à te poser. Est-ce que vous pensez qu'une ville comme Bordeaux, qui a un passé de victoire négrier, un passé négrier tout simplement, est-ce que vous pensez que c'est une ville qui assume suffisamment ce passé quand on sait que l'histoire est encore très marquée, qu'il y a encore des relations, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la relation que Bordeaux peut avoir avec l'Afrique. Est-ce que vous pensez que Bordeaux assume pleinement ce passé d'avoir un port négrier? Alors ça a été relativement laborieux parce que au début des commémorations, l'opinion générale au sein de l'État français et des collectivités locales, c'était plutôt de célébrer la République, les fondations de la République, avec ce grand geste entre guillemets généreux de l'abolition. Au départ, c'est plutôt ça. Mais il y a eu énormément d'acteurs. Alors certains acteurs comme Louis Salamolens sont issus de l'université française et qui a écrit un livre qui s'appelle Les ombres des lumières. Et puis il y a eu des acteurs universitaires qui ont protesté contre la vision officielle avec ces images d'Épinal. Puis il y a eu aussi un mouvement associatif qui a réclamé sa part, disons, un assainissement et une clarification de la mémoire dans ce domaine. Et à partir de là, tous ces mouvements se sont intensifiés en parallèle. Et puis, à un certain moment, cette intensification de revendications a eu des répercussions dans la presse, et y compris dans la presse nationale, dans des journaux comme Le Monde et Libération. Et là, il était devenu impossible pour la ville de Bordeaux d'occulter cette question. Et surtout, l'autre événement, c'est un événement éditorial et historique aussi, c'est la publication d'un livre sur l'histoire de Bordeaux, Port-Négrier. Alors, à remarquer qu'il y a une section d'histoire à l'université de Bordeaux et qu'elle n'a jamais montré un excès de zèle pour parler de cette mémoire de Bordeaux, Port-Négrier. Donc, il a fallu qu'un historien vienne hors de Bordeaux, puisqu'il s'agit d'un Nantais, l'historien Éric Saugira, qui publie en 1995 aux éditions Carpala le titre Bordeaux, Port-Négrier. Et c'est un ouvrage d'une précision remarquable et qui fait un véritable panorama systématique de toute l'histoire de l'esclavage à Bordeaux, avec toutes ses implications sociales, économiques et mémorielles. Et aujourd'hui encore, ce livre reste irremplaçable pour tous ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage à Bordeaux. Et en même temps, l'intérêt de ce livre aussi, c'est qu'il vient alimenter la mémoire avec beaucoup de faits documentaires. Ça vient donc étoffer, étayer, enrichir la réflexion sur la reconstruction d'une mémoire différente de la mémoire officielle. Et à ce moment-là, il y a eu un effort qui a été fait de la part de la mairie de Bordeaux. Alors, effort tardif, effort laborieux, parce qu'au début, on était plutôt parti sur du consensus mou, et petit à petit, il y a eu quand même une prise de conscience un peu plus critique. Bon, là-dessus, il faut quand même que je rende justice à M. Alain Juppé, qui en 1999, dans sa préface à un catalogue d'exposition sur Bordeaux et les Antilles, avait reconnu officiellement, puisque c'est écrit, qu'il y a eu dans Bordeaux une tentative de cacher, d'occulter cette mémoire de l'esclavage. Et puis surtout, le musée d'Aquitaine a joué un grand rôle,
puisqu'il y a une exposition permanente consacrée à l'esclavage. Là aussi, je tiens à remercier M. François Hubert et Katia Pukawa et Hubert Gonzalez pour le travail qui a été accompli par la mairie de Bordeaux en réalisant cette exposition permanente, très documentée, avec des images. Mais néanmoins, cette construction a été un peu laborieuse parce que, alors, la mairie a voulu avoir le contrôle de cette mémoire. Alors, souvent sous la forme de comités. Le premier comité, c'est vers 2005-2006. Et c'est un comité qui voulait réunir des acteurs associatifs et scientifiques, mais très vite, les acteurs scientifiques sont partis. En parallèle à tout ça, il y a eu toute une boule qui a voulu que cette mémoire soit reconnue. Alors cela a pris la forme de l'investissement d'une figure issue de l'histoire de l'esclavage, en l'occurrence Toussaint Louverture, mais on aurait pu ajouter aussi pour les Guadeloupéens et les Martiniquais, Louis Delgrès et Joseph Ignace, qui avaient résisté au rétablissement de l'esclavage par les troupes de Napoléon. Donc il y a eu un investissement de la part des associations, donc souvent issus de l'immigration ou issus des peuples qui avaient connu l'esclavage, qui se sont manifestés de manière régulière à différentes reprises, soit par des activités festives, soit par toute une série de conférences, des films, et il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y a eu aussi la demande qu'il y ait une commémoration architecturale sous la forme d'une statue, la statue de Toussaint Louverture. Alors, la mairie de Bordeaux a fini par accéder à cette demande, mais il faut rappeler que la statue a été payée et offerte entièrement par l'État haïtien, et elle a été posée de l'autre côté du fleuve, à Bordeaux-Bastide. Ça s'appelle maintenant le square Toussaint Louverture, avec une implication aussi du consul d'Haïti. J'aimerais quand même rendre hommage en passant, j'ai oublié de citer son nom, d'un militant associatif qui a joué un grand rôle dans la mémoire pour l'esclavage à Bordeaux. C'est un Guadeloupéen, M. Fabrice Récinière, qui a été d'ailleurs le premier à organiser des manifestations de rue, à sortir, comme tu dis très justement, du cadre intellectuel pour des actions concrètes dans la rue, et qui avait des manifestations qui s'appelaient les Journées aux Mornes. Alors, le Morne aux Antilles, c'est la montagne, ce sont des petites montagnes. C'était l'endroit où se réfugiaient les esclaves rebelles, qu'on appelait les nègres marrons, qui se réfugiaient et vivaient dans les mornes. Oui, en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe, voilà. Exactement, en Guadeloupe, il me semble, quand j'y étais en mai dernier, c'était la journée de commémoration. Je ne sais pas si c'était en 29 mai ou en 22 mai. 22 mai, exactement. Et c'était très touchant parce qu'il y avait toute la population qui s'est réunie dans un endroit qui est historique à côté de l'hôtel de ville. Et ils ont restitué en théâtre, en musique, en chant, en prise de parole en public, cette histoire de la commémoration. Mais ils sont dans des actions de rue. Donc ils font tout le temps des activités dans des centres culturels pour rappeler cette histoire qui est encore présente. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la question est encore présente, mais dans le sens où il y a toujours des rues négrières, des rues qui portent encore ces noms. J'ai envie de savoir pourquoi, d'un côté, il y a des politiques qui en parlent, et d'un autre côté, les rues existent toujours et qui tardent toujours de les rebaptiser. Je cherche toujours et je n'arrive pas à trouver la réponse. Oui, ça c'est une vaste question. Alors, je vais la prendre point par point. En ce qui concerne les noms de négriers à Bordeaux, par exemple, parce que bon, il y a une grande partie, pas toute la prospérité de la ville, mais il y a une grande partie qui est due quand même aux investissements et aux bénéfices énormes que l'esclavage a rapporté, et qui a fait la fortune de grands négriers, qui ont fait aussi une partie de la fortune de la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle, et beaucoup de noms restent. Alors, en ce qui concerne la question, faut-il débaptiser et enlever ces noms? Alors, pour moi,
La réponse, enfin, à mon avis, elle est claire. Il faut laisser les noms. Parce que si on débaptise les noms, mais c'est exactement ce que voudront les descendants des négriers qui veulent effacer un peu ces traces de la honte de ces grands négriers. Et puis, il y a une grande partie aussi des édiles ou des élites bordelaises qui sont un peu gênés avec cette histoire d'esclavage qui vient entacher l'image de la ville, qui est plutôt axée sur le bon vin, la qualité de la vie, les châteaux. Si Bordeaux est connu à l'extérieur, dans le monde entier, c'est plutôt à cause de son vignoble et de ses châteaux, et puis bien sûr de ces grands écrivains, les 3M, Mauriac, Montaigne, Montesquieu. Et cette image elle est entachée par la mémoire de l'esclavage. Donc si on débaptise les noms, on enlève toutes les signatures, on enlève les marques, on efface tout. Alors moi, je pense qu'il faut laisser les noms avec une explication à côté des noms en disant que tel nom était le nom d'un grand négrier. Ce n'est pas ce qui manque dans les noms des rues de Bordeaux. Je pense qu'il faut les... Mais ensuite, je pense, alors ce qui manque quand même dans toutes ces commémorations, c'est que le contrôle qui est pris par les autorités municipales a tendance à anesthésier la mémoire et à folkloriser uniquement à travers les fêtes et les danses. Je suis pour les fêtes et les danses, mais il ne faut pas que cela fasse oublier les noms des acteurs des luttes contre l'esclavage. Première question, qu'est-ce que tu penses de la relation Afrique-France et quelle est la place de la question de la mémoire dans cette situation? Aujourd'hui, cette question, elle pèse encore. Je pense tant qu'il n'y aura pas de gestes significatifs, et je pense qu'on ne pourra pas retrouver l'ampleur des destructions de l'esclavage et qu'on ne pourra pas faire une reconstruction qui ait la même ampleur que la destruction qui a été faite contre le continent africain pendant plusieurs siècles. On ne pourra pas retrouver cette ampleur. Mais néanmoins, je pense qu'il est possible de dépasser la simple déclaration de repentance, la simple reconnaissance verbale, pour engager des coopérations qui soient véritablement profitables aux infrastructures africaines ou au peuple, à l'éducation, qu'il y ait quand même des gestes qui soient d'une ampleur significative. Très bien, donc nous arrivons à terme de cet entretien. Merci beaucoup, M. Raphaël Lucas, d'avoir accepté l'invitation de Perspective Afrique. Ce sera sur ces mots-là que nous allons clôturer cet entretien. Les cafés perspectives sont dédiés donc aux acteurs locaux. Aujourd'hui, nous avions eu Raphaël Lucas, qui est enseignant-chercheur sur ces questions-là, de mémoire, mais aussi de marronnage, parce qu'on sait que tu travailles sur les œuvres de différentes chrétiennes. C'était un honneur pour nous de t'avoir accueilli et surtout d'avoir échangé avec toi. C'était la première édition des Cafés Perspectives. Nous allons continuer avec d'autres acteurs locaux que nous allons bien sûr inviter et ce sera tous les mois. Merci beaucoup. Merci Raphaël.